Annulation. Pour la Banque centrale européenne, la proposition est tout simplement irrecevable. Alors les États peuvent-ils faire rouler la dette, comme on dit, indéfiniment? Qui la remboursera, sinon nous? Sous quelle forme et à quelle échéance? Nous en parlons après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est un appel lancé dans la presse européenne. En pleine crise sanitaire, près de 150 économistes de 13 pays de l'Union exhortent la Banque centrale européenne à annuler les dettes publiques. Parmi les signataires français, l'économiste Thomas Piketty. Il faut dédramatiser parce que des annulations de dettes dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Par exemple, toute la dette extérieure allemande en 1953 a été annulée. Et l'Europe, dans les années 50, s'est construite en grande partie sur l'annulation des dettes du passé. C'est ça l'idée, de solder finalement les comptes de cette dette issue du Covid et dont personne n'est responsable. La BCE, dont le siège est situé à Francfort en Allemagne, détient à ce jour un quart de la dette publique des Européens. Et pas question de l'annuler. Présidente de l'institution monétaire, Christine Lagarde a été catégorique hier. Cela reviendrait, dit-elle, à remettre en cause les traités fondateurs de la zone euro. C'est illégal. On ne peut pas faire tourner la planche à billets pour financer la dépense des États. Deuxièmement, comptablement, ça ne fait aucun sens. La dette des États se négocie actuellement à des taux très bas, voire négatifs. Pour la BCE, l'annuler ne serait donc pas un bon calcul, d'autant qu'un tel scénario éroderait la confiance des investisseurs étrangers. Mais dans la classe politique française, le poids de la dette continue de faire débat. Le ministre des Finances assure qu'il exclut les hausses d'impôts pour y faire face. Comment est-ce qu'on peut rembourser la dette? D'abord, on peut la rembourser en ayant une croissance plus forte. La deuxième manière, c'est effectivement d'être plus économe sur l'argent public. Alors faut-il tout miser sur la relance de l'économie ou faut-il annuler la dette? La situation exceptionnelle que traverse l'Europe justifie-t-elle de prendre des mesures exceptionnelles? On va voir ce qu'en pensent nos deux économistes, séparés donc par la fameuse paroi de plexiglas prophylactique. Jésabel Coupé-Soubeyran, bonsoir. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon, Sorbonne. Vous êtes conseillère scientifique à l'Institut Veblen et co-signataire de cette tribune donc, qui réclamait l'annulation de la dette détenue par la Banque centrale européenne. Vous estimez que ce n'est pas un problème technique ni juridique que d'annuler donc cette dette et cela permettrait tout simplement de dégager une marge de manœuvre pour les États, sans ajouter de la dette à la dette. Natacha Valla, à côté de vous, bonsoir. Vous êtes économiste. Bonsoir. De 2018 à 2020, vous avez été la directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Et votre livre, Le futur de la monnaie, on le voit derrière moi, je crois, oui, coécrit avec Michel Alietta, paraîtra fin février aux éditions Odile Jacob. Vous considérez, Natacha Valla, qu'il n'y a aucun moyen d'agir sur la dette. Demandez aujourd'hui à la Banque centrale européenne de renoncer à ses créances est contre-productif. Cela crée des craintes au niveau des membres de l'Union européenne. On démarre ce débat par une question d'un de nos spectateurs archi passionné par l'économie. Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai choisi cette question-là que je vous lis à toutes les deux. S'endetter sur une longue durée, n'est-ce pas escroquer ou en quelque sorte léser les générations futures? Isabelle Coupé-Soubeyran, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment auprès du gouvernement français, qu'on serait effectivement en train de léguer, de vivre au crochet des générations futures. Ça pose une question morale et presque éthique. Est-ce que c'est juste de raisonner Il y a plusieurs façons de voir la dette, en fait. Si on la voit sous un angle simplement économique, si vous voulez, c'est un emprunt pour réaliser une dépense. D'accord? Et la dette de l'État, c'est le cumul des emprunts pour réaliser des dépenses publiques. Si on voit ça sous un angle financier, c'est un titre de dette qui s'échange sur le marché. Mais c'est vrai, si vous voulez, qu'on peut aussi voir la dette un peu autrement. C'est-à-dire qu'on peut la voir sous l'angle de l'économie politique. Et on peut y voir déjà un rapport social. Et auquel cas, là, ça met l'État en relation avec les marchés financiers. On peut y voir aussi, plus fondamentalement, sur le plan strictement politique, un instrument de pression des créanciers sur les emprunteurs. Donc en l'occurrence, là, des créanciers
financier sur l'État. Et puis, il y a un angle philosophique, et je vais terminer sur cet angle-là, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, la dette, c'est vraiment polymorphe. Et c'est pour ça qu'il y a autant de cacophonie dans ce débat. Et je crois que c'est l'angle le plus intéressant, en fait. Sous l'angle philosophique, la dette, c'est un objet un peu mortifère, si vous voulez, parce que c'est un objet qui porte en soi sa destruction. Il y a l'injonction à rembourser. Pour ceux qui aiment Spinoza, la dette, c'est un affect triste, d'accord ? Et je pense que c'est comme ça, en fait, que le grand public se la représente. Ouais, quand votre téléspectateur vous pose cette question, il la voit comme un fardeau parce qu'il la voit comme un affect triste. C'est sur ce plan philosophique que les gens ressentent la dette. Christine Lagarde la voit comme ça, la dette aussi, vous croyez ? Comme une passion triste ? Alors, je pense que pour Christine Lagarde, il y a un attachement quasi religieux à la dette. Il y a l'idée que ça se rembourse à tout prix. Alors, le chiffre du jour, Benjamin. Christine Lagarde, on en parlait, c'est 25 le chiffre du jour. 25% de la dette publique de la zone euro est aujourd'hui détenue par la Banque Centrale Européenne. Ça représente environ 2500 milliards d'euros pour l'Europe entière, 650 milliards rien que pour la France. Natacha Valla, d'abord les 75%, qui les détient ? Parce que si on a 25% à la BCE, qui a les 75 autres ? Et est-ce que c'est nouveau, cette accumulation de la dette, ou ça date ? Alors, c'est relativement nouveau dans l'histoire monétaire. On disait 25% grosso modo pour le système des banques centrales. Oui. Il y en a 25% pour la dette française. Après, ça varie d'un pays à l'autre de la zone euro, mais 25% entre les mains des grands institutionnels financiers, donc vos banques, vos compagnies d'assurance, toute votre épargne est investie en grande partie dans de la dette publique. Et puis, la moitié qui reste, la grosse moitié qui reste, elle est détenue par des investisseurs internationaux. Donc, ce n'est pas nous qui détenons notre propre dette. Donc des investisseurs privés. Pas forcément. Ça peut être des États, ça peut être des banques centrales, ça peut être des fonds souverains. Effectivement, les fonds souverains asiatiques du Moyen-Orient sont très, très présents sur la dette publique européenne parce qu'ils sont friands d'actifs publics. Donc, ça, c'est un paysage qu'il faut avoir en tête parce que quand on raisonne sur la dette qui est détenue par la Banque centrale, il faut savoir que la Banque centrale n'est pas le seul créditeur. Il y a d'autres créditeurs autour de la table. Et dans le fond, aujourd'hui, la Banque centrale détient énormément de dettes publiques. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé de venir en appui à l'économie. Elle a décidé de faire du soutien. Alors, elle a soutenu l'économie pendant longtemps en baissant les taux au maximum. Les taux d'intérêt sont très, très bas aujourd'hui, ce qui veut dire que la dette coûte très peu cher. Le service de la dette n'a jamais été aussi bas, ce qui est un élément assez c'est rassurant ou c'est un leurre ? Ça, c'est rassurant parce que objectivement, le coût de la dette est bas. Donc, objectivement, dans les circonstances actuelles, annuler de la dette, moi, je ne vois pas l'intérêt. Alors voilà. Alors, moi, je suis pas d'accord. En même temps, si ça coûte rien, pourquoi l'annuler ? Alors, bon, déjà, reprenons. Ça coûte même pas cher du tout, puisqu'on nous paye pour nous emprunter, pour prêter de l'argent aux États. C'est ça qui est incroyable. Plusieurs choses. Déjà, sur la dynamique de la dette, c'est pas nouveau, cette augmentation de dette. La dette publique a considérablement augmenté avec la gestion de la crise financière et la gestion de la crise sanitaire. Rajoute de la dette à la dette. Les taux, effectivement, sont bas. Natacha l'a expliqué, en raison essentiellement des politiques monétaires qui ont été menées pour faire face à la crise financière, aujourd'hui pour faire face à la crise sanitaire, et parce que les banques centrales interviennent justement en rachetant massivement des titres de dette sur les marchés. D'accord ? Donc oui, les taux sont bas, mais à quelles conditions les taux sont-ils bas ? Précisément à condition que la Banque centrale européenne continue de faire ce qu'elle fait. Faire ce qu'elle fait dans la zone euro, c'est absolument indispensable. Je pense qu'on sera d'accord sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que dans la zone euro, il y a 19 dettes souveraines, une seule monnaie. D'accord ? Et on n'a pas d'union budgétaire. Et comme on n'a pas d'union budgétaire, il y a toujours un risque de crise de dette souveraine qui plane, comme celui auquel on a fait face entre 2010 et 2012, après la crise financière. Donc, par ces opérations, la Banque centrale européenne arrive, en achetant les titres de dette publique, à faire baisser les taux d'intérêt réclamés par les investisseurs. Les investisseurs sont rassurés. Ils se disent, bon, on peut acheter parce que, de toute façon, si on veut revendre, on pourra revendre quand on veut, la Banque centrale sera là. Mais voyez qu'en fait, ça, c'est la condition. Et si la Banque centrale fait ça très très longtemps, moi, il me semble qu'en fait, son mandat sera compromis, ses objectifs seront compromis. Pourquoi ? Parce que c'est une politique monétaire, ce sont des opérations qui ne profitent pas
à l'économie réelle. Donc vous dites qu'il faut annuler, mais Natacha Valla, est-ce qu'on peut annuler? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un débat un peu utopique? Alors, vous savez, il y a des clauses dans les contrats de dette publique aujourd'hui en Europe qui s'appellent des clauses d'action collective. C'est des clauses qui indiquent, voilà, je suis souverain, j'émets un objet, un titre de dette, une obligation, comme le disait Jézabel, mais il se peut très bien qu'un jour, je souhaite ou je ne puisse pas la rembourser. Donc, c'est prévu contractuellement dans mon contrat obligataire tel quand je l'émets. Donc c'est possible. Alors, c'est possible dans le contrat. Ouais. Après, la question qui est importante, je pense, pour les téléspectateurs, c'est de se dire, c'est bizarre, il y en a un quart à la Banque centrale, une moitié à l'étranger, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il faut en annuler? Moi, je pose la première question. Pourquoi annuler de la dette quand les conditions de financement sont excellentes, quand dans le fond, rien ne montre, on a un focus moralisant sur le stock de dette, des deux côtés du débat d'ailleurs. Ceux qui sont obsédés par « il y a trop de dettes, oh là là, c'est terrible, on ne va jamais pouvoir s'en sortir », et ceux qui disent « faut l'annuler, il y en a trop ». Or, ce qui compte vraiment, c'est l'état des finances publiques, la façon dont on est capable de gérer les finances publiques, de gérer ses dépenses, de faire des bonnes dépenses avec cette dette-là, et puis de faire en sorte que la croissance reparte suffisamment pour stabiliser. Oui, ça c'est la doxa de Christine Lagarde. On va revenir sur les emprunts et sur les taux d'emprunt, les taux très très bas. Pourquoi est-il facile et si facile d'emprunter? Oui, effectivement, on va rentrer peut-être dans le détail des chiffres et rappeler ce qui était écrit ce matin dans le journal Libération par la main du journaliste Jean Quatremer qui écrivait de façon un peu provoque. La dette n'est absolument pas un problème et les chiffres lui donnent effectivement raison. La dette française a littéralement explosé. Elle s'établit aujourd'hui à 120% du PIB. Elle est colossale, mais elle est indolore. C'est plus ou moins ce que vous disiez. Et elle ne coûte rien à l'État. À titre de comparaison, en 1996, par exemple, la dette française avait atteint 60% du produit intérieur brut, c'est-à-dire le seuil maximum autorisé par les traités européens. Mais les intérêts, à ce moment-là, pesaient très très lourd et s'élevaient à plus de 3% du PIB. Aujourd'hui, cette dette, elle a doublé, mais les intérêts, eux, ont été divisés par 2. Et on observe à peu près les mêmes taux dans toute la zone euro, c'est-à-dire ils sont soit négatifs, soit très faibles. La raison, vous l'avez dit, c'est que la BCE a fait tourner la planche à billets, c'est l'expression consacrée. Il existerait malgré tout un risque que cette situation change. Par exemple, si l'inflation repartait à la hausse, après plusieurs mois négatifs, elle vient de passer à 0,9%. Isabelle Coupet-Soubeyran, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que pour contenir les taux, la BCE sera obligée de changer? Mais le risque d'inflation, il n'existe pas, enfin pratiquement pas. Alors, le risque... Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que, si vous voulez, ces rachats d'actifs auxquels la Banque centrale procède massivement, eh bien, ils n'entraînent pas beaucoup l'économie, ils ne font pas beaucoup augmenter l'investissement. Il y a des effets très faibles d'entraînement sur l'économie. J'ai essayé de souligner le dilemme tout à l'heure. Il y a un vrai dilemme parce que ces opérations, la Banque centrale est obligée de les pratiquer pour que les États puissent continuer d'emprunter à des taux si bas, mais du point de vue de l'économie, ce ne sont pas des opérations, si vous voulez, qui sont très très profitables. C'est-à-dire que ça ne se voit pas Non, ça veut dire qu'en fait, l'économie réelle. Bah oui, si vous voulez. C'est-à-dire que, en effet, l'investissement augmente très très peu et quand il y a des effets d'entraînement, en plus ces effets d'entraînement sont très mal distribués. Ça va profiter par exemple bien davantage à des grandes entreprises qui peuvent profiter des taux très bas sur les marchés obligataires pour se financer, qu'aux petites entreprises qui elles vont plus dépendre des banques. Si les banques répercutent pas trop la politique monétaire, les petites entreprises voient pas trop la couleur de ces opérations. Et quant aux ménages, ce sont les ménages riches qui profitent de ces opérations parce qu'elles font monter en flèche les prix d'actifs, elles font monter les prix de l'immobilier. En revanche, les ménages pauvres, certes, ça évite qu'on s'enfonce dans la déflation, mais ils ne voient pas tellement, si vous voulez, les revenus augmenter. Revenir sur un point qui a été souligné, c'est ce qu'on appelle le mix entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Aujourd'hui, on fait de la dépense publique, c'est une dépense quasiment de crise. Quand vous dites de guerre. la France. La France, les pays européens. Tous les États Il y a dans un la crise. consensus parmi tous les économistes pour dire aujourd'hui, il faut faire de la dépense. Notamment le plan de relance de 100 milliards. Le plan de relance. On fait de la relance. Ça, c'est une chose. Et la politique monétaire est en adéquation avec ce plan de relance-là, parce que ce plan de relance est financé par de la dette qui elle-même est rachetée par la BCE, ce qui permet d'avoir de la dette pas chère. Le mécanisme, c'est ça. Donc la Banque centrale s'inscrit en plein derrière cette politique budgétaire
de relance. Mais la proposition d'annulation conditionnelle de la dette vise justement à approfondir ces plans de relance. C'est pour permettre d'investir davantage dans les domaines où on en a besoin. Dans l'écologie, par exemple, exactement, dans l'écologie, dans le social, dans l'éducation, dans la santé, partout où ça a manqué. Parce que les plans de relance dont parle Natacha, ils sont absolument indispensables. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas tellement tournés vers l'investissement. Ils ne sont pas tournés vers l'avenir. Qu'est-ce que vous répondez, Natacha Valla, à cela? C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas, mais on investit. On ne rembourse pas ce qu'on doit à la BCE et on s'en sert comme levier d'investissement. Moi, il y a deux choses qui me semblent compliquées. La première chose, c'est de dire, de façon absolue, indépendamment de la BCE, de dire je ne rembourse pas ma dette à un moment où depuis 10 ans, 20 ans, je fais du déficit primaire. C'est-à-dire je dépense structurellement plus que ce que je ne suis capable de Et le deuxième point? Et le deuxième point, c'est que dans la politique monétaire telle qu'elle a été exprimée, elle a permis aux banques de continuer à financer l'économie, grandes entreprises comme petites. Elle a permis au marché de rester stable et elle a permis au plan de relance d'être financé. Donc si on fait le raisonnement dans l'autre sens et qu'on demande à la Banque centrale de renoncer, ou unilatéralement, on annule cette dette, que va-t-il se passer ? L'état un peu de satisfaction générale sur les conditions de financement risque d'être remis en cause. C'est-à-dire que les investisseurs qui prêtent à la France, à l'Italie, à l'Allemagne dans un mouchoir de poche vont commencer à se dire mais que se passe-t-il? Je vais demander, il y a un risque de défaut, je vais demander une prime de risque. Et ça, ces choses-là, dans l'histoire, on les voit arriver du jour au lendemain. C'est le calme plat. On parlait de navigation tout à l'heure, jusqu'au jour où, tac, c'est ça, c'est le poteau noir, comme disent les navigateurs. Alors, on va y revenir, mais d'abord, Thibault Nolte, qui consulte et qui passe au rayon X, un homme politique français, bien sûr, qui propose de taxer les GAFAM et peut-être aussi les transactions financières pour éponger les milliards de la dette. Olivier Faure, Fortiche, verra. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Olivier Faure, j'ai vos radios sous les yeux, c'est costaud. Vous êtes député socialiste depuis 2012 et premier secrétaire du PS depuis près de 3 ans, élu après avoir scotché le favori Stéphane Le Foll devant 37 000 votants, c'est-à-dire pas Bézève, car vous n'en disconvenez pas, le PS, ça n'est pas la Fashion Week. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous soyons le parti le plus à la mode, et donc le plus tendance. D'ailleurs, vous-même n'êtes pas une star des catwalks. De vos années d'étudiant en droit et Sciences Po, on connaît surtout votre colloque, Benoît Hamon. De votre époque apparatchik socialiste, on retient le nom de vos patrons, Aubry, Hollande, Hérault. Au PS, on persifle sur votre manque de trempe et sur votre art de la synthèse mollassonne. En ville, on rit sous cap, parce que votre épouse a conseillé Macron. Si je peux apporter un peu de joie aux gens en les faisant rire, c'est bien. Votre grande œuvre reste à produire. Et le virus pourrait vous faire la courte échelle, car sur le sujet pandémie, vous ne vendez pas de mots pour le chat, non, mais de la semelle. La dette Covid, elle peut être notamment effectivement en partie financée par les profiteurs de crise, tous ceux qui ont profité, je ne dis pas qu'ils ont profité sciemment, mais qui en ont indirectement profité. Ainsi, le petit gars d'Orléans, élevé dans une tour par une infirmière vietnamienne et un fonctionnaire des impôts, dont le père maurassien frisera le collapse en découvrant l'incarnation de sa belle-fille. Le minot que la cour de récré traitait de bol de riz, l'apprenti bédéaste contrarié, met en joue les GAFAM, la grande distrib et les labos pour qu'ils laissent leur solidarité s'exprimer. Bien, aidons-les à devenir donneurs d'organes pour greffer un PIB sain à la France. Mon cher Olivier, avec des muscles pareils, le PS va bientôt pouvoir défiler à nouveau. Merci Thibault Nolte. Benjamin. Isabelle Coupé-Soubeyran. On n'annule pas la dette ou en même temps, eh bien, on la transforme en investissement, c'est ce que vous dites. Mais dans un cas comme dans un autre, il faudra bien payer. On se dit ça au final, c'est ce que les politiques nous disent aujourd'hui. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts. C'est leur mentir, il faudra bien qu'il y ait une augmentation des impôts. Mais c'est précisément pour faciliter le remboursement de la dette qu'il faut en annuler une partie. Là où c'est possible, donc au bilan de la Banque Centrale Européenne. On entend trop souvent un État, de toute façon, ça ne rembourse pas sa dette, ça la fait rouler sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Rouler. Ça veut dire que les États, en effet, empruntent
d'accord, pour rembourser des dettes anciennes. Mais pour comme que une ça dette perpétuelle, quoi, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais pour que ça se fasse sans trop de difficultés, eh bien, il va falloir que les taux restent bas longtemps, parce que c'est quand même une grosse dette là qu'il faut rouler. Et pour que les taux restent bas longtemps, il va falloir que la Banque centrale européenne continue très longtemps de racheter les actifs, avec les conséquences que l'on a dit tout à l'heure sur l'économie réelle. Donc, peu d'effets d'entraînement, peu de croissance, peu de revenus en augmentation, trop peu d'investissements actuellement pour également, si vous voulez, réinstaller nos économies sur des rails prospères, en préparant ce dont on a besoin. D'autant que la croissance est quand même hypothétique encore à ce jour. La croissance évoquée par Christine Lagarde, c'est un peu précisément. Très optimiste. Mais moi, je pense qu'on mélange deux débats qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Oubliez pour une minute la dette qui est sur Mais c'est la patronne de la BCE qui a dit mais la croissance oui, mais va parce permettre qu'on la harcèle, la pauvre, on la harcèle. La BCE fait son travail depuis une décennie. Non, mais donc si ce n'est pas la croissance, c'est les impôts. Il faudra bien trouver l'argent. Ou les taxes. Non, pas forcément des impôts. Il faut de la croissance. La sensibilité effectivement, de la dette, c'est la croissance qui fait l'essentiel du travail. Un petit peu d'inflation, c'est ce qu'on souhaite tous de nos voeux. Et puis, effectivement, aux États-Unis, on commence à voir que les choses bougent. Bon, les États-Unis ne sont pas l'union monétaire. Sinon. Mais en France, on commence à parler de la réforme des retraites. Alors, c'est un autre sujet, mais j'aimerais revenir sur la question de l'investissement, parce qu'effectivement, c'est là qu'en faisant de la dépense publique intelligente, on peut, par le biais d'investissements intelligents, et moi, investissement intelligent, il me semble que c'est aussi bien de la recherche et développement que de l'investissement dans l'éducation primaire. Donc on voit les choses qui sont vraiment complémentaires, qui sont capables de porter le pays à la frontière de l'innovation, de la croissance, dans un esprit d'équilibre social. On est tout à fait capable de faire ça. Et puis la dette mettra 20-30 ans non seulement vous êtes si sereine. Mais il ne suffit pas que les taux soient bas pour faire ça. La sérénité vient du calme dans les conditions de financement. Tant que les conditions de financement seront telles qu'elles sont aujourd'hui, on est tranquille. Merci, mesdames.